Saïda ne s'attendait pas à ce que sa simple visite dans un centre commercial tourne au cauchemar. Mais ce jour-là, elle a compris une chose. Peu importe qui vous êtes, les préjugés peuvent frapper à tout moment. Ce qu'elle a vécu aurait pu rester une simple humiliation. Mais son fils, Achraf Hakimi, en a décidé autrement. Et ce qu'il a fait ensuite a secoué la France entière. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Le soleil de Paris tombait obliquement sur les rues, filtrant entre les hauts bâtiments de l'élégant 16e arrondissement. Saïda Mou ajusta son hijab et marcha calmement vers l'entrée principale du luxueux centre commercial. Elle ne fréquentait pas habituellement ce genre d'endroit, mais l'anniversaire de son petit-fils approchait et elle avait décidé de lui acheter un cadeau spécial. Dès le début, elle sentit une ambiance hostile, comme si chacun de ses pas dans cet espace était soigneusement observé par des yeux invisibles. Malgré son fils célèbre et le confort qu'il lui procurait, Saïda ne s'était jamais sentie faire partie de l'élite sociale française. Sa vie était simple, soutenue non pas par le luxe, mais par le dévouement à sa famille et aux traditions qu'elle avait apportées du Maroc. Tandis qu'elle avançait parmi les vitrines remplies d'articles extravagants, une sensation d'inconfort commença à s'installer dans sa poitrine. Autour d'elle, des personnes en tenue impeccable parcouraient l'endroit avec naturel, plongées dans des conversations sur les affaires, les voyages et les événements exclusifs. Noura, avec sa robe traditionnelle marocaine et son hijab coloré, ressentait la subtile différence de traitement chaque fois qu'elle s'arrêtait devant une boutique. Elle franchit l'entrée d'une luxueuse bijouterie avec l'intention de trouver une petite montre élégante pour son petit-fils, quelque chose de simple mais significatif. Elle s'approcha de l'une des vitrines et laissa ses doigts glisser doucement sur le cristal, admirant les délicates pièces exposées. À peine un instant plus tard, une vendeuse au sourire tendu s'approcha. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'un ton oscillant entre la courtoisie professionnelle et la suspicion à peine dissimulée. « Oui, je cherche une montre pour mon petit-fils », répondit Noura avec sérénité, en français teinté d'un fort accent marocain. La vendeuse mit quelques secondes à réagir avant de répondre. « Bien sûr, mais cherchez-vous quelque chose de spécifique ? Certains de ces modèles sont des pièces exclusives. » Le message implicite était clair pour Saïda. « Avez-vous les moyens d'être ici ?» Son expression resta impassible, mais le léger changement dans la posture de la vendeuse la fit se sentir comme une anomalie dans cet espace. Avant qu'elle ne puisse dire autre chose, une silhouette robuste apparut à ses côtés. C'était un agent de sécurité, grand et les bras croisés, avec une expression impénétrable. « Madame, je vous demanderai de ne pas toucher les vitrines sans l'autorisation d'un de nos vendeurs, » dit-il fermement. Noura sentit l'air dans la boutique devenir dense, chargé d'une tension qu'elle n'avait pas perçue jusqu'alors. Le regard des employés et de certains clients dans la boutique convergeait vers elle. « Je suis désolé, je ne savais pas que je ne pouvais pas le faire, » répondit-elle calmement, essayant d'évaluer la situation. Mais sa réponse ne sembla pas suffisante. Les yeux de l'agent de sécurité la parcoururent attentivement, et à ce moment, elle comprit. Pour eux, elle ne s'intégrait pas. Avant qu'elle ne puisse s'éloigner, un second agent de sécurité s'approcha. Cette fois, il n'y eut pas de préambule. « Madame, nous avons reçu des informations selon lesquelles votre comportement est suspect. Nous allons vous demander de nous accompagner vers la sortie. » Le monde de Saïda se réduisit à un instant d'incrédulité. Elle regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un intervienne, que quelqu'un dise quelque chose, mais elle ne trouva que des visages indifférents ou des spectateurs curieux, témoins passifs d'une scène quotidienne dans un pays où l'apparence dictait le traitement reçu. Saïda Mou sentit le poids du regard de l'agent de sécurité sur elle, mais elle ne bougea pas immédiatement. Dans son esprit, le moment s'étendit comme si le temps ralentissait. Elle se rappela des épisodes de sa jeunesse au Maroc, quand son mari, un humble tailleur, lui expliquait l'importance de la dignité, de ne jamais accepter l'abus déguisé en normes sociales. Elle pensa à son fils Achraf, qui lui disait toujours que le pouvoir le plus important était l'intégrité et que le monde était rempli de petites violences invisibles que seuls ceux qui les subissaient vraiment pouvaient comprendre. Le passé et le présent fusionnaient dans son esprit. Elle avait consacré sa vie à élever un fils respectueux et fort, et pourtant, elle se trouvait là, confrontée à l'une de ces injustices quotidiennes qui, bien que petites, constituaient la base d'une inégalité plus profonde. « Suspecte ?» répéta Noura d'une voix ferme mais sans l'élever. « Puis-je savoir quelle est la suspicion ?» L'agent de sécurité resta impassible. La vendeuse détourna le regard, mal à l'aise. « Les clients ont exprimé leurs préoccupations concernant votre comportement, » dit le second agent de sécurité d'un ton qui se voulait neutre mais qui était chargé d'implication.
Saïda fit un effort conscient pour ne pas se laisser emporter par la colère. Elle savait que sa situation était unique. Elle pourrait, en une seconde, révéler son identité et transformer l'incident en un scandale qui ferait trembler les responsables. Mais elle ne le ferait pas, non pas parce qu'elle voulait éviter la controverse, mais parce que si cela lui arrivait à elle, qu'arrivait-il à ceux qui n'avaient pas un fils célèbre pour amplifier leur voix? « Je regarde simplement des montres », dit-elle lentement pour que chaque mot soit marqué dans l'air. « Je n'ai rien fait de mal. » Les employés de la bijouterie l'observaient avec malaise, mais personne n'intervenait. Ils savaient ce qui se passait et pourtant, ils choisissaient le silence. Un murmure croissant commença à l'entourer. Certains clients s'arrêtaient pour regarder. Un homme en costume se pencha pour chuchoter quelque chose à sa compagne, une femme qui sourit avec dédain. Un autre couple fronça les sourcils comme s'il assistait à quelque chose de désagréable. L'agent de sécurité le plus grand soupira comme si c'était une procédure gênante qu'il devait résoudre rapidement. « Madame, nous allons vous accompagner jusqu'à la sortie. » Noura respira profondément. Elle ne se battrait pas, ne discuterait pas, ne crierait pas. Son fils lui avait appris que les vraies batailles ne se gagnaient pas avec la colère, mais avec l'intelligence. Elle fit un pas en arrière, permettant aux agents de sécurité de l'escorter hors de la bijouterie. Tandis qu'ils avançaient à travers le centre commercial, un silence inconfortable les entourait. Les gens regardaient, certains avec un intérêt morbide, d'autres avec indifférence. Noura souffrait davantage de la seconde réaction. Lorsqu'ils franchirent les portes vitrées et qu'elle sortit dans la rue, l'air frais la frappa comme une gifle. Elle regarda autour d'elle, ressentant un étrange mélange de frustration et de détermination. Les agents de sécurité ne lui dirent rien de plus, ne s'excusèrent pas. Ils se retournèrent simplement et rentrèrent comme si ce qui venait de se passer était une procédure routinière. Saïda Mou prit son téléphone portable et ouvrit l'application de messagerie avec les doigts encore tremblants. Elle écrivit à son fils Ashraf. « Quelque chose de désagréable s'est produit aujourd'hui. J'ai été expulsé d'un centre commercial à cause de ma tenue. Ils ne m'ont pas demandé qui j'étais ni ce que je faisais là. Ils ont simplement supposé que je n'y avais pas ma place. Et ce n'est pas la première fois que cela se produit, ni la dernière. Mais peut-être pouvons-nous faire quelque chose à ce sujet. » Elle envoya le message et resta à regarder l'écran un moment, puis, sans hésiter, ouvrit l'application de transport et appela une voiture. Elle devait rentrer chez elle et assimiler ce qui venait de se passer. Le message de Saïda parvint à Ashraf alors qu'il terminait un entraînement au centre sportif du PSG. Le joueur sentit son sang bouillir en lisant les mots de sa mère. Il connaissait bien cette sensation. Bien que sa célébrité et son statut de star international le protègent de nombreuses situations similaires, il avait grandi en voyant sa mère affronter le préjugé subtilement déguisé en malentendu. Immédiatement, il l'appela. « Maman, que s'est-il passé exactement ?» demanda-t-il, essayant de contrôler la colère dans sa voix. Saïda raconta en détail l'incident, conservant sa dignité habituelle sans dramatisation. « Je ne veux pas que tu t'inquiètes, mon fils. Cela arrive. Je voulais juste te le dire pour me soulager. » Mais Ashraf n'accepterait pas si facilement. Quel était le nom du centre commercial? Demanda-t-il avec détermination. Ashraf, ce n'est pas nécessaire. Quel était le nom, maman? Saïda soupira et révéla le nom de l'établissement de luxe dans le 16e arrondissement. Ashraf le nota mentalement, remercia et raccrocha après s'être assuré qu'elle allait bien. Il ne fallut pas longtemps pour qu'Ashraf prenne une décision. Sans consulter son agent ou ses conseillers en relations publiques, il ouvrit son Instagram où il avait plus de 35 millions d'abonnés et publia un message qui ne tarda pas à devenir viral. Aujourd'hui, ma mère, une immigrée marocaine qui m'a élevé seule pour que je puisse poursuivre mes rêves, a été expulsée d'un centre commercial à Paris parce qu'elle semblait suspecte. Son crime? Porteur des vêtements traditionnels et avoir la peau plus foncée que la majorité des clients habituels. Je ne resterai pas silencieux. Le message d'Ashraf ne tarda pas à parcourir les réseaux comme un incendie incontrôlable. En quelques minutes, les premiers commentaires commencèrent à apparaître. Certains exprimaient l'indignation, d'autres partageaient des expériences similaires. Des personnes de différentes villes racontaient comment elles avaient été rejetées, humiliées ou surveillées dans des boutiques et des restaurants simplement en raison de leur apparence. Pendant que Saïda Mou préparait un thé à la menthe dans sa cuisine, elle sentit son téléphone vibrer constamment dans sa poche. Elle savait ce qui se profilait.
Ce petit récit, cette expérience honnête qu'elle avait partagée avec son fils, était sur le point de devenir quelque chose de plus grand qu'elle ne l'avait anticipé. Elle décida d'ignorer l'avalanche de notifications et, à la place, continua sa routine. Ashraf, quant à lui, recevait des milliers de messages de soutien, mais aussi quelques critiques pour avoir exposé la situation. Fatima, l'amie de Saïda, fut la première à appeler. « Saïda, que s'est-il passé? Je viens de voir la publication d'Ashraf. Dis-moi que c'est un malentendu. » Saïda prit une gorgée de son thé avant de répondre. « Il n'y a pas de malentendu, Fatima. On m'a expulsé d'un centre commercial comme si j'étais une criminelle. Mais on ne m'a pas reconnu. Personne ne savait qui j'étais. Et c'est la partie qui m'importe le plus. Cela n'a rien à voir avec moi. Cela arrive aux gens tous les jours. » Fatima garda le silence un moment. « Écoute, tu dois dire qui tu es. S'il savait que tu es la mère d'Ashraf Hakimi, il se rétracterait instantanément. C'est justement le point, Fatima. Je ne veux pas qu'il se rétracte parce que je suis la mère de qui je suis. Je veux qu'ils réalisent que ce qu'ils ont fait est mal, indépendamment de mon nom de famille. » Un nouveau message apparut sur l'écran de Saïda, cette fois d'un numéro inconnu. « Madame, votre expérience est parvenue jusqu'à nous. Nous aimerions nous excuser et discuter de ce qui s'est passé. Veuillez nous contacter. » Saïda laissa échapper un soupir. Elle savait que ce message n'était pas un acte authentique de repentir, c'était du contrôle des dégâts. Fatima était toujours en ligne. « Oui, je viens de recevoir un message du centre commercial. Ils veulent parler. Bien sûr qu'ils veulent. Ils ont peur du scandale. Mais Saïda, réfléchis bien. Si tu les contactes, tu peux les faire répondre de leurs actes. » Saïda regarda l'écran de son téléphone, ses doigts tambourinant sur la table avant de répondre par une simple phrase. « Ce n'est pas avec moi qu'ils doivent parler. C'est avec tous ceux qui ont vécu la même chose. » Elle envoya le message et éteignit son téléphone tout en terminant son thé. Une question tournait dans son esprit. Si l'histoire était déjà devenue publique, combien de temps faudrait-il pour qu'il découvre qui elle était vraiment? Le soleil s'était déjà couché lorsque Saïda ralluma son téléphone. Les notifications continuaient de s'accumuler. Les messages de soutien se multipliaient, mais parmi eux, il y avait aussi des attaques et des commentaires sarcastiques. Certains utilisateurs tentaient de délégitimer son expérience, suggérant qu'elle exagérait, que ce n'était rien de plus qu'un malentendu. Mais ce qui la surprit vraiment, ce fut de voir que plusieurs médias couvraient déjà l'histoire. Mère d'une star du football expulsée d'un centre commercial pour son apparence, l'affaire qui indigne la France, disait l'un des titres. Un autre article se demandait, qui est la femme derrière la dénonciation qui a généré un tel impact? Fatima appela à nouveau, cette fois sa voix était tendue. Saïda, un journaliste a publié une note disant que la personne derrière l'incident est la mère d'Ashraf Hakimi. Un frisson parcourut son dos. Comment le savent-ils? Quelqu'un a divulgué ton identité. Saïda ferma les yeux un moment. Elle savait que ce jour pouvait arriver, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il arrive si vite. Cela changeait tout. Cela change tout, murmura-t-elle. Que vas-tu faire? Elle ne savait pas avec certitude jusqu'à ce moment. Son histoire n'avait été qu'un récit anonyme sur une injustice quotidienne, mais maintenant, elle avait une autre signification. Certains l'utiliseraient pour amplifier la conversation sur la discrimination, mais d'autres tenteraient de la minimiser, la réduisant à un simple cas de la mère d'un joueur qui voulait attirer l'attention. Saïda respira profondément et appela Ashraf. Son fils répondit immédiatement. « Maman, tout va bien? J'ai vu que la presse t'a déjà identifié. »« Oui, mon fils, je vais bien. Mais je suis préoccupé par la tournure que cela prend. Je vais envoyer quelqu'un te chercher. Viens chez moi. Nous serons plus tranquilles pour discuter. » Ce soir-là, assis dans le spacieux salon de la maison d'Ashraf à Paris, mère et fils discutèrent de ce qu'il fallait faire. Ashraf était furieux. Il voulait confronter directement le centre commercial, utiliser son influence pour causer l'impact maximum possible. « Ce n'est pas ainsi que nous résoudrons cela, » dit Saïda avec fermeté. « Je ne veux pas de vengeance. Je veux du changement. » Ashraf regarda sa mère avec respect. Depuis qu'il était enfant, elle lui avait enseigné la dignité et la persévérance, comment surmonter les obstacles sans perdre son humanité.
Elle avait travaillé comme couturière tandis que son mari travaillait comme vendeur ambulant à Madrid. Tout cela pour qu'il puisse s'entraîner et poursuivre son rêve. Que suggères-tu alors? Demanda-t-il. Transformons cela en dialogue. Pas à propos de moi, mais à propos de tous ceux qui vivent cela quotidiennement. Ashraf acquiesça, admirant la sagesse de sa mère. Ce soir-là, il publia un nouveau communiqué, cette fois plus réfléchi. Oui, c'est ma mère qui a vécu cette situation, et nous sommes profondément attristés. Mais il ne s'agit pas de nous. Il s'agit d'un modèle de comportement qui affecte les immigrants, les personnes de couleur et quiconque ne correspond pas au profil idéal du client. Nous ne voulons pas seulement des excuses pour ma mère. Nous voulons un changement systémique. La réponse fut immédiate. L'histoire avait non seulement accru l'attention sur l'affaire, mais divisé encore plus les opinions. Tandis que des milliers de personnes célébraient sa position pour avoir abordé le sujet, d'autres les attaquaient pour victimisation ou pour utiliser leurs privilèges. Dans les émissions de télévision, des analystes débattaient de la situation. Ce n'est pas un simple cas de discrimination, mais une question d'inégalité systémique, disaient certains. Mais pouvons-nous vraiment dire que la mère d'un joueur multimillionnaire a été victime de discrimination? Répliquaient d'autres. Saïda et Ashraf savaient que la discussion déviait. Il ne s'agissait pas d'eux, ce n'était pas une question de qui ils étaient, mais de ce qu'ils représentaient. Pendant ce temps, plusieurs activistes profitèrent du moment pour élargir le débat. Ils organisèrent des espaces de conversation sur les réseaux sociaux, des forums où des centaines de personnes partageaient des expériences similaires. En moins de 48 heures, le hashtag pas une cas isolé devint une tendance nationale. Mais tous n'étaient pas d'accord avec leur position. Ashraf reçut des messages de dirigeants du club suggérant qu'il gère la situation avec plus de discrétion. Certains insinuaient même qu'il devrait intervenir pour freiner la polémique. Ce soir-là, lorsqu'il appela sa mère, sa voix semblait fatiguée. « Maman, ils font pression sur moi pour que j'arrête de parler du sujet. Et toi, que veux-tu faire? Mon fils, je veux que nous continuions à en parler. Qu'il réalise que ce n'est pas un incident isolé. » Il y eut un silence sur la ligne, puis la voix de Saïda devint plus douce. « Alors fais-le bien. Ne laisse pas cela devenir un cirque médiatique. Ne laisse pas cela devenir à propos de toi. » Ashraf sourit tristement. « C'est ce que j'essaie, mais au fond, je savais que les choses ne faisaient que commencer à se compliquer. » Le lendemain, le centre commercial émit un communiqué officiel s'excusant pour l'incident. Il disait regretter le malentendu et réviserait son protocole de sécurité. Mais Saïda n'était pas satisfaite. « C'est un communiqué vide, » dit-elle à Fatima en examinant la déclaration sur son téléphone. « Ils ne reconnaissent pas ce qu'ils ont fait. Ils essaient juste de calmer la situation. »« À quoi t'attendais-tu » répondit Fatima. « Ils ne vont pas admettre qu'ils ont discriminé quelqu'un simplement en raison de son apparence. » Mais quelque chose d'autre se produisait. Un ancien employé du centre commercial contacta Ashraf en privé. Il lui envoya un message bref mais percutant. « Votre mère n'est pas la première. Cela arrive tout le temps. On nous forme pour identifier les clients suspects. Si vous voulez des preuves, je peux parler. » Le cœur d'Ashraf battit fort. Si c'était vrai, cela signifiait que ce n'était pas un cas isolé. Il y avait un modèle. Et peut-être que l'histoire était sur le point de devenir encore plus grande qu'il ne l'imaginait. Le message de l'ancien employé résonnait dans la tête d'Ashraf. Il avait lu ces mots à plusieurs reprises. « On nous forme pour identifier les clients suspects. » Si c'était vrai, cela signifiait que la discrimination n'était pas un accident, mais une pratique systématique. Ashraf répondit immédiatement. « Pouvez-vous m'en dire plus ?» L'ancien employé, qui s'identifia comme Philippe, demanda à parler par téléphone plutôt que de continuer par message. Ashraf, sans hésiter, prit son appel. « Je travaillais dans la sécurité du centre commercial, » dit Philippe d'une voix nerveuse. « Il y a un manuel interne avec des directives sur les profils à risque. En quelques mots, si quelqu'un ne semble pas correspondre à l'image du lieu, il doit être surveillé. » Ashraf sentit un frisson. « Des profils à risque ? Oui. On nous disait que c'était de la prévention. Officiellement, ce n'est pas de la discrimination, c'est de la prévention des pertes. Mais nous savons tous ce que cela signifie en réalité. Avez-vous des preuves ? Demanda Ashraf. Philippe garda le silence quelques secondes.
J'ai des copies d'emails internes. Mais si je les publie, ils me poursuivront en justice. Ashraf comprenait le risque, mais cela pourrait être le changement dont ils avaient besoin. Si je vous garantis que nous vous protégerons, seriez-vous disposé à raconter votre histoire? Philippe hésita un moment avant de répondre. Si cela peut aider à ce qu'ils arrêtent de traiter les gens comme des délinquants simplement à cause de leur apparence, oui, oui. Cette nuit-là, Ashraf eut du mal à dormir. Il savait qu'il était sur le point de franchir une ligne sans retour. Au petit matin, il prit une décision. Il consulta sa mère, et avec son approbation, décida de publier l'histoire de Philippe dès qu'Ashraf publia l'entretien avec Philippe et les emails internes. Les réseaux explosèrent. Des programmes d'information commencèrent à couvrir l'affaire. D'autres témoignages d'anciens employés d'autres centres commerciaux furent divulgués, confirmant que ce type de pratique était courant. La pression publique augmenta. Des entreprises et des marques associées au centre commercial émirent des communiqués hâtifs, tentant de se distancer du scandale. Des manifestations pacifiques furent organisées dans différentes villes avec des pancartes qui disaient « S'habiller différemment n'est pas un crime et plus de discrimination invisible ». Mais avec la visibilité vinrent aussi les attaques. Saïda commença à recevoir des menaces anonymes, des emails avec des avertissements vagues, des messages sur les réseaux sociaux lui disant de se taire avant qu'elle ne le regrette. Fatima l'appela, inquiète. Ce n'est plus seulement une dénonciation sur les réseaux, Saïda. C'est maintenant un problème politique. Saïda le savait, et la confirmation arriva ce même soir lorsqu'un numéro inconnu l'appela. Madame Saïda Mou, je suis un représentant du centre commercial. Nous souhaitons nous réunir avec vous pour discuter de la façon de résoudre ce malentendu. Saïda serra les dents. Il n'y a pas de malentendu. Peut-être que si nous nous rencontrions en privé, nous pourrions trouver une solution favorable pour tous. Le message était clair. Il voulait acheter son silence. Saïda raccrocha sans répondre et sut que la seule façon d'avancer était de tout exposer. Les 24 heures suivantes furent un tourbillon. L'histoire était devenue un sujet national. Plus de journalistes voulaient l'interviewer. Des activistes la contactaient pour organiser davantage de mobilisation, et le gouvernement commençait à se prononcer sur la discrimination dans les espaces commerciaux. Mais le plus surprenant fut ce qu'une journaliste indépendante découvrit. Elle envoya un message privé à Ashraf avec des documents joints. Il ouvrit le fichier avec curiosité et son cœur s'arrêta un instant. C'étaient des documents internes d'une société de conseil en sécurité qui travaillait avec plusieurs centres commerciaux du pays. Parmi les emails et les manuels divulgués, il trouva quelque chose de choquant. Un document qui expliquait la catégorisation des clients à risque, détaillant les profils physiques et socio-économiques considérés comme suspects. C'était la preuve définitive. Ce soir-là, Ashraf s'assit à côté de sa mère devant l'ordinateur. Ils respirèrent profondément et ensemble, écrivirent un article avec tout ce qu'ils avaient découvert. Lorsqu'ils terminèrent, Saïda ajouta un dernier paragraphe. Cette histoire ne concerne pas moi ou mon fils. Elle concerne un système qui exclut, discrimine et perpétue l'inégalité. Les excuses vides ne suffisent pas. Nous voulons un changement réel. Ils publièrent l'article, fermèrent l'ordinateur portable, et le téléphone sonna immédiatement. C'était l'agent d'Ashraf, furieux. « Qu'avez-vous fait? Le club est en folie. Les sponsors appellent. » Ashraf échangea un regard avec sa mère avant de répondre. « Nous avons fait ce qui était juste. » Dans les semaines qui suivirent, la pression continua d'augmenter. Le centre commercial tenta de discréditer leurs allégations, mais les preuves étaient accablantes. Finalement, après une réunion d'urgence de son conseil d'administration, ils émirent un nouveau communiqué. Nous reconnaissons que nos procédures de sécurité étaient basées sur des préjugés injustifiables. Nous nous engageons à changer nos pratiques et à devenir un espace véritablement inclusif. Ce n'était pas seulement une victoire pour Saïda et Ashraf, c'était une victoire pour tous ceux qui s'étaient un jour sentis invisibles ou indignes à cause de leur apparence ou de leur origine. Quelques mois plus tard, Saïda retourna au même centre commercial. Cette fois, personne ne la regarda étrangement. Personne ne la suivit du regard. À l'entrée, une nouvelle affiche attira son attention. Tous sont les bienvenus ici. Le respect est notre priorité. Une larme discrète glissa sur son visage. Ce n'était pas la fin de la lutte, mais c'était un début. Et parfois, un seul début suffit pour tout changer.
Lorsqu'Achraf marqua le but décisif lors du match suivant, il ne courut pas vers le drapeau de corner comme il le faisait habituellement lors de ses célébrations. Au lieu de cela, il souleva son maillot pour révéler un message écrit sur son maillot intérieur, « Pour ma mère et pour tous ceux qui n'ont pas de voix ». La photo fit le tour du monde, non seulement comme un moment sportif, mais comme un symbole de quelque chose de plus grand. Un fils honorant la dignité de sa mère, et en même temps, utilisant sa plateforme pour amplifier un message universel de respect et d'égalité. Dans son modeste appartement à Paris, Saïda sourit en voyant l'image de son fils à la télévision. Ce n'était pas seulement de la fierté qu'elle ressentait, c'était la certitude que les valeurs qu'elle avait semées, dignité, justice et courage, avaient fleuri de la manière la plus extraordinaire. Ce n'est que le début, murmura-t-elle pour elle-même. Juste le début. Cette histoire vous a touché. Le courage de Saïda Mou et la réaction d'Achraf Hakimi nous montrent que chacun peut lutter contre la discrimination, quelle que soit sa forme. Aimez cette vidéo si vous croyez en l'égalité et le respect pour tous. Commentez pour partager votre propre expérience ou votre opinion sur cette situation. N'oubliez pas de partager pour sensibiliser davantage de personnes à cette réalité trop souvent ignorée. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes qui mettent en lumière les défis et les triomphes de notre société. Ensemble, nous pouvons faire la différence.